Je vais vous parler de Ruwenogien par un prisme un peu particulier qui va consister à en parler en passant par Tocqueville, auquel j'avais consacré mon intervention dans la journée fondatrice du 30 septembre, autour de cette proposition, hein, Ogien d'une éthique minimale, puisque c'est la théorie qui est développée, à une inspiration maximale, et autour de l'idée que Ogien nous offre des clés que peut-être Tocqueville ne nous offre pas, ou pas assez, pour faire ce que j'ai appelé démocratiser la morale. Donc Ruwenogien, vous le voyez ici à droite, hein, c'est un philosophe libertaire français récemment disparu, donc en 2017, après avoir consacré son dernier ouvrage à la maladie qu'il a emporté. Et c'est quelqu'un qui a formulé dans le champ de la philosophie morale contemporaine cette proposition d'éthique minimale qui fait partie des propositions les plus originales, à mon sens les plus inspirantes et aussi les plus controversées de la vie récente de ce champ. Donc au niveau de ce que je vais vous raconter, hein, je vais commencer par préciser un peu en quel sens je parle de démocratisation et de démocratiser la morale et en quel sens ça intéresse l'éducation et la formation. Dans une première partie, je ferai un petit portrait robot de la figure inspirante en donnant quelques pistes pour suggérer pourquoi Ogien rentre bien dans ce portrait robot. Dans une deuxième partie, je ferai ce que j'ai appelé un très bref digest de l'œuvre d'Ogien, parce que c'est quelqu'un qui a eu une œuvre abondante, hein, que ce soit en nombre d'articles ou en nombre d'ouvrages, qui a co-dirigé le grand dictionnaire de philosophie morale, donc avec Monique Cantos-Sperber au PUF, donc il n'est pas question de parler de tout ce qu'il a fait, qui a été sociologue avant d'être philosophe, euh, qui a deux thèses en fait en sociologie et en philosophie. Donc, je ne parlerai pas de tout, mais je donnerai un aperçu. Dans un troisième temps, j'expliciterai un peu quelles me semblent pouvoir être ses inspirations pour une philosophie politique et morale de l'éducation et de la formation en démocratie. Et dans un quatrième temps, j'essaierai de faire une très brève synthèse, bilan et perspective, comme dirait l'autre, sur ce que ça m'inspire en fait au niveau de l'esprit plus global de ce travail qu'on fait sur les figures inspirantes. Donc, la démocratisation, je m'appuie évidemment sur Tocqueville, hein, donc de la démocratie en Amérique, et cette idée que la démocratie, c'est moins un régime qu'un mode d'être soi et d'être ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas avant tout un régime politique, c'est avant tout un mode de vie, une forme sociale, que d'autres auteurs qui ressaisissent cette question démocratique dans la deuxième moitié du XXIe siècle vont désigner donc soit comme une société ouverte, ça c'est Popper, ou une société sans point de vue de certitude, par exemple chez Claude Lefort. Parce qu'au fond, tout ce qu'on fait là ce matin et dans le cadre du projet, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire, s'il y a un point de vue de certitude, on ne cherche pas à s'inspirer. Il y a une vérité, on la suit. Voilà. Il y a une ligne, on la suit. L'inspiration, c'est déjà que la société, qu'on est dans une perspective ouverte et sans point de vue de certitude. Dans un monde que Gauchet appelle un monde autonome, c'est-à-dire un monde où on est dans l'idée que la réponse aux questions que nous allons nous poser qu'est-ce qu'une vie bonne, que dois-je faire, ces questions-là ne sont pas préécrites, on n'a pas simplement à les découvrir parce qu'elles sont cachées, mais on a à y apporter des réponses de façon autonome. Et quelqu'un comme Roberto Frega, donc, qui travaille sur cette notion de projet démocratique à la fois à partir de Dewey et à partir de Tocqueville, qu'on a eu le plaisir d'entendre comme conférencier dans le colloque John Dewey, figure inspirante pour l'éducation, dit en fait la démocratisation en ce sens-là, c'est un projet perpétuel qui n'est pas l'uniformité. Il y a des conflits, mais dirons-nous des conflits en paix. C'est-à-dire un pluralisme moral où on ne va pas être d'accord, mais où ce désaccord s'exprime dans des formes comment dire, prudentes et civiles. Voilà. Donc, ainsi dit, la démocratisation, en quelque sorte, le concept englobant de la modernité, et en particulier, moi c'est ça qui m'intéresse, des évolutions des 50, 60 dernières années dans les champs de l'éducation et de la formation. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'une figure inspirante pour arriver à penser ces évolutions? Je retiens, là je vous partage, ça n'a pas prétention encore une fois à être la seule définition possible, c'est la grille que moi j'utilise quand je me demande sur quelle figure inspirante je pourrais travailler. Inspirante, l'idée que inspirante s'oppose à indifférente. Il y a à la fois des gens qui sont charmés, j'allais dire, par la proposition et d'autres que ça agace fortement. Bon, bah, dans le cas d'Ogien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi les deux dimensions.
C'est des figures qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de partir d'un point, elles posent des bases solides dans ce qu'elles proposent, mais elles nous aident à aller vers d'autres objets. On ne peut pas simplement répéter le geste du maître, copier son chef-d'œuvre, mais se saisir de nouveaux objets. Elles ont aussi des capacités d'intercession et de médiation, c'est-à-dire quand on veut se saisir d'une question complexe, on se dit qu'elles peuvent nous aider. Par exemple, Logien a écrit sur les questions bioéthiques, a écrit sur les questions de laïcité, sur les questions sur les inégalités sociales. Et on se dit que quand on aborde ces questions du point de vue éthique, et en particulier en éducation et formation, ils peuvent nous aider à nous emparer de questions complexes. Des figures qui sont généreuses, où on ne se dit pas en prenant le livre dans les mains, voilà, ça me coupe d'emblée l'envie d'écrire parce que c'est trop compliqué, parce que ça a l'impression d'être complètement systématique et complètement fini. C'est-à-dire quelque chose qui est ouvert et qui permet aussi des dialogues pluriels, c'est-à-dire qui ne développe pas une pensée seule dans son coin, mais qui permet aussi de nous adresser différemment à d'autres auteurs qui nous intéressent. Donc qui nous aide à nous orienter dans l'histoire de la pensée. Augien, c'est exemplairement le cas. Donc là, j'ai mis en dernière diapo une bibliographie intégrale. Hein, je pourrais transmettre le diapo si certains le souhaitent, de ses ouvrages. Hein, je n'ai pas mis tous ses articles. Et qui a été très commenté. Et il nous propose au fond, Augien, une dichotomie entre deux types de familles de philosophes moraux, de gens qui font de l'éthique. Les maximalistes et les minimalistes. Les maximalistes, pour lui, c'est ceux qui nous prescrivent tout un art de vivre, pas uniquement des règles de coopération pacifique et juste en société, ce qui est ce que font les minimalistes. Un maximaliste, pour lui, une posture qui va articuler trois choses: le moralisme, dire qu'on a la bonne conception du bien; le paternalisme, c'est-à-dire le fait de dire qu'on peut l'imposer aux autres pour leur bien; et le perfectionnisme, c'est-à-dire le fait de dire que le fonctionnement social et politique vise à imposer le plus largement possible cette conception du bien, et que plus cette conception du bien va être partagée, plus la société se perfectionne. Une grande idée d'Augien, c'est que nous avons tous spontanément tendance à être trop moraux, c'est-à-dire à vouloir juger tout de suite moralement les choses et à céder à ce qu'il appelle des paniques morales, à toujours penser que des grands enjeux moraux sont en danger dans les évolutions, plus sans doute, enfin, pour Augien, que ce qu'est la réalité. Il propose, lui, pour contrer ces tendances-là, une éthique basée sur trois principes: ne pas nuire à autrui, l'indifférence morale du rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on a des rapports, l'éthique s'adresse aux autres, pas à soi-même, on n'a pas de devoir envers soi, et l'idée d'égale considération de la voix de chacun. Donc par exemple, on ne peut pas décréter ce qui est bien pour quelqu'un sans lui demander son avis. C'est donc une conception de la liberté qui est négative, qui ne dit pas on est vraiment libre si, mais qui donne des conditions de protection de la liberté individuelle, qui est prudente, c'est-à-dire qui cherche à donner les moyens aux gens d'avoir l'expertise dans les moyens qui les mènent à leur propre bien-être, et qui distingue les préjudices et les offenses. Il dit les préjudices, c'est vraiment des torts graves qui peuvent être causés. Par exemple, si on brûle la voiture de quelqu'un, on lui fait un préjudice. Les offenses, par exemple, si on achète un drapeau pour le brûler soi-même dans le cadre d'une prestation artistique, on ne porte atteinte qu'à un symbole et pas à la propriété de quelqu'un d'autre. Donc on est dans l'offense, pas dans le préjudice, et ce n'est pas forcément condamnable. Il a fait un certain nombre d'interventions dans le débat public sur des questions bioéthiques, bien sûr, mais aussi sur des questions scolaires, puisqu'il s'était positionné très fortement dans un livre qui s'appelle La guerre aux pauvres commence à l'école, contre la réintroduction de la morale laïque et l'enseignement moral et civique à l'époque du ministère Peillon. Donc un auteur inspirant auquel j'ai consacré déjà plusieurs travaux sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais un auteur très précieux pour une philosophie politique de l'éducation aujourd'hui qui permet d'une certaine manière de saisir des potentialités que Tocqueville n'a pas entièrement saisies. Tocqueville pense la démocratisation politique et sociale, mais au niveau de la morale, il reste très prisonnier, en fait, dans un grand nombre de cas, de ce qu'il va appeler les vertus aristocratiques, et d'un certain nombre de visions qui vont être les visions de son temps, dans le rapport, par exemple, entre hommes et femmes, entre les blancs et les non-blancs, entre les adultes et les enfants. Il reste encapsulé en fait dans un certain nombre de conceptions morales de son temps, et Augien nous offre, à travers son éthique minimale, une manière de penser l'éducation à l'autonomie, en particulier à l'autonomie morale, l'idée qu'on n'est pas là pour faire partager une conception du bien, mais pour permettre à chacun de trouver la sienne, et surtout une éthique qui peut être adaptée à l'éducation et à la formation dans tous les lieux où elle se déploie, que ce soit sous ces formes institutionnalisées à l'école, dans la famille, dans les associations, les clubs de sport, mais aussi bien dans ce qu'on peut appeler la Bildung, c'est-à-dire les formes de formation de l'éthicité par l'expérience informelle, l'expérience culturelle, une idée de formation large et en dehors de ces simples dimensions institutionnalisées.
Augien est donc une figure inspirante pour penser de concert trois enjeux forts de notre contemporain, que sont le libéralisme, l'individualisme et la démocratie, et pour ouvrir ce qu'on peut appeler une dialectique entre son éthique minimale et une approche comme l'approche par capacité de Martha Nussbaum, c'est-à-dire une éducation qui donne à chacun les moyens de répondre par lui-même à ce qu'est la question de la vie bonne, et également à pouvoir non pas faire certains choix précis, mais avoir un certain nombre de choix dans sa vie et pouvoir ainsi donner sa propre coloration à son existence. Ainsi, il me semble un auteur très intéressant pour le type de travail intellectuel que l'hypermodernité démocratique paraît exiger et que les sciences de l'éducation et de la formation, et pour lequel les sciences de l'éducation et de la formation constituent par leur multiréférentialité et leur interdisciplinarité constitutive un champ particulièrement fécond pour l'investir, c'est-à-dire de chercher à s'orienter dans ce monde ouvert, complexe, problématique, pour citer à nouveau notre ami Michel Fabre, et dans lequel nous avons bien besoin à la fois nous avons bien besoin d'inspiration, mais non pas soit de révérence, soit d'ingratitude, pour reprendre un thème que nous avons donné, pour nous y retrouver. Donc, chose qui sera à suivre dans un certain nombre d'autres colloques et dont moi j'ai souhaité vous entretenir quelques instants en compagnie de ce brave Ruben Auchien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.